Celui qui regarde au dehors rêve, celui qui regarde au dedans s'éveille. Mais tous les éveils ne supportent pas ce qu'ils découvrent. Inspiré de Carl Jung. Il y a un moment particulier dans tout véritable processus de transformation intérieure. Il n'arrive pas avec une révélation spectaculaire, ni avec une expérience mystique impossible à décrire. Le plus souvent, il s'installe discrètement. Vous êtes en pleine conversation, quelqu'un raconte pour la 10e fois la même histoire, se plaint encore des mêmes personnes et répète les mêmes excuses pour expliquer ses échecs. Avant, vous écoutiez ça presque machinalement. Maintenant, quelque chose vous dérange, vous n'arrivez plus à participer à la conversation avec la même spontanéité. Pas parce que vous avez perdu votre capacité à échanger avec les autres, mais parce que votre attention semble s'être déplacée. Pendant que tout le monde écoute les mots, vous commencez à voir ce qui se cache derrière. Le besoin d'être approuvé, la peur constante de paraître faible, le besoin de contrôler l'opinion des autres, les efforts permanents pour protéger une image soigneusement construite. C'est comme si soudain le comportement humain cessait d'être un simple comportement pour révéler des mécanismes invisibles qui ont toujours été là. Carl Jung pensait qu'une grande partie de la personnalité consciente s'organise autour de ce qu'il appelait la persona. La persona n'est pas un mensonge à proprement parler, c'est une adaptation. C'est le personnage que nous apprenons à jouer pour être accepté par notre famille, à l'école, au travail et dans les groupes auxquels nous appartenons. Le problème n'est pas d'avoir une persona. Tout le monde en a une. Le problème commence quand on oublie qu'elle existe. Imaginez un acteur qui joue le même rôle pendant des décennies. Au début, il sait parfaitement où s'arrête son personnage et où commence sa véritable identité. Mais avec les années, cette frontière s'efface. Les répliques deviennent automatiques. Les gestes ne sont plus un choix. Le personnage finit par envahir la vie réelle. Selon Jung, c'est exactement ce qui arrive à presque tous les êtres humains. Nous passons tellement d'années à essayer de répondre aux attentes des autres que peu à peu, nous finissons par confondre adaptation et authenticité. Nous cessons de nous demander qui nous sommes vraiment parce que nous sommes trop occupés à maintenir l'image de celui que nous croyons devoir être. C'est peut-être pour cette raison que, lorsqu'on entame un véritable travail sur soi, le premier sentiment n'est pas la liberté, mais l'étrangeté. On commence à remarquer que beaucoup d'interactions sociales suivent des scénarios invisibles. Des questions posées uniquement par politesse, des compliments faits dans l'espoir d'être valorisés en retour, des marques d'intérêt qui cachent en réalité de la comparaison, des conseils qui servent surtout à confirmer les choix de celui qui les donne. Tout cela n'est pas forcément de la méchanceté. La plupart du temps, c'est inconscient. Les gens défendent leurs idées parce qu'ils ont besoin de protéger l'image qu'ils se sont construite d'eux-mêmes. Ils argumentent pour préserver leur identité. Ils réagissent émotionnellement, non pas parce qu'ils ont été attaqués, mais parce qu'une information menace le récit intérieur qui soutient leur sentiment de sécurité. Ce phénomène a été observé bien au-delà de la psychologie analytique. De nombreuses recherches sur la cognition montrent que l'être humain protège bien plus facilement ses croyances qu'il ne cherche à savoir si elles sont vraies. L'esprit préfère la cohérence à l'inconfort et, pour préserver cette cohérence, il filtre les informations, ignore les contradictions et fabrique des justifications convaincantes pour presque tous les comportements. Quand vous commencez à voir ce mécanisme à l'œuvre chez les personnes qui vous entourent, quelque chose change inévitablement. Les conversations deviennent prévisibles. Les conflits se répètent. Les réactions émotionnelles semblent suivre toujours les mêmes schémas. Vous réalisez que beaucoup de débats n'ont jamais eu pour but de trouver la vérité. Leur véritable objectif a toujours été de protéger des identités. C'est à ce moment-là qu'apparaît une sensation dangereuse. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Suis-je la seule personne à voir tout ça ?» Cette question paraît anodine, mais elle peut être le début d'un piège psychologique d'une redoutable subtilité, parce qu'elle nourrit, en silence, un sentiment de séparation. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à diviser le monde entre ceux qui se sont y réveillés et ceux qui vivent encore en pilote automatique. Au début, cette distinction procure un certain soulagement.
Elle offre une explication simple au malaise que vous ressentez. Si les gens vous paraissent artificiels, alors le problème vient forcément d'eux. Mais Jung insistait sur un point que peu de gens aiment entendre. Chaque fois que nous croyons voir clairement l'inconscience des autres, il y a de fortes chances que nous soyons en train d'ignorer une partie de la nôtre. L'ego adore occuper la place de l'observateur, il aime analyser, interpréter et diagnostiquer le comportement des autres. Ce qu'il évite à tout prix, c'est de devenir lui-même l'objet de cette analyse. Il est bien plus confortable de repérer les masques des autres que de se demander quelle masse nous portons encore. Il est bien plus facile de voir la manipulation dans les relations que d'admettre les petites manipulations que nous utilisons nous-mêmes pour être acceptés. Il est bien plus simple de remarquer le besoin de validation chez les autres que de reconnaître à quel point nos propres décisions dépendent encore du regard extérieur. C'est pour cette raison que la véritable connaissance de soi commence rarement par des réponses. Elle commence lorsque la confiance que nous accordions à nos propres certitudes commence à s'effondrer. Peut-être êtes-vous réellement en train de percevoir des aspects du comportement humain qui vous échappaient auparavant. Mais une question doit accompagner cette découverte à chaque instant. Lorsque les masques des autres vous dérangent autant, êtes-vous seulement en train de voir leur réalité ? Ou bien êtes-vous en train de ressentir, pour la première fois, le malaise de reconnaître que, pendant des années, vous aussi avez vécu protégé derrière votre propre masque ? Il y a une expérience à laquelle presque personne ne s'attend lorsqu'il entame un véritable travail de transformation intérieure. Au lieu de ressentir davantage d'amour pour les autres, on commence à éprouver plus d'irritation. Au lieu de développer une compréhension immédiate, on a l'impression que sa tolérance diminue. Certains comportements, pourtant anodins, deviennent soudain insupportables. Le besoin constant d'attirer l'attention, les conversations superficielles, la victimisation permanente, l'orgueil déguisé en humilité, cette compétition silencieuse pour obtenir de la reconnaissance, tout devient incroyablement évident. À ce moment-là, beaucoup pensent qu'ils voient enfin la réalité telle qu'elle est. Mais Jung poserait une toute autre question. Qu'est-ce qui, en vous, vous permet de voir tout cela maintenant ? Cette question change complètement la perspective, car la psychologie analytique repose sur une idée aussi simple qu'inconfortable. Nous ne percevons pas le monde uniquement tel qu'il est. Nous le percevons à travers la structure de notre propre psyché. Autrement dit, chacun vit dans une réalité en partie façonnée par son histoire, ses peurs, ses attentes et, surtout, par les parties de lui-même qu'il n'est pas encore capable de reconnaître. Jung appelait cet espace caché l'ombre. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'ombre ne représente pas seulement les pulsions violentes, les désirs interdits ou les traits moralement condamnables. Elle est bien plus vaste que cela. Elle rassemble tout ce que notre identité consciente a rejeté pour réussir à être accepté. Quand un enfant comprend que montrer sa colère éloigne ses parents, il apprend à cacher son agressivité. Quand il découvre que pleurer est perçu comme un signe de faiblesse, il apprend à dissimuler sa vulnérabilité. Quand il réalise qu'il doit être sage pour recevoir de l'affection, il commence à réprimer sa spontanéité. Ces parts de lui ne disparaissent pas. Elles cessent simplement de faire partie de l'image qu'il construit de lui-même. Imaginez une maison parfaitement rangée. Le salon est impeccable. Les meubles sont alignés avec soin. Tout respire l'ordre et l'équilibre. Mais il y a une porte verrouillée qui mène au sous-sol. Tout ce que l'habitant juge dérangeant y est entassé. Pendant des années, il fait comme si cet endroit n'existait pas. Le problème, c'est que le sous-sol continue de se remplir. Et plus on y cache de choses, plus la pression exercée par tout ce qui reste invisible devient forte. Selon Jung, il arrive un moment où ce qui a été refoulé finit par trouver un autre moyen de refaire surface. Il apparaît à travers la projection. La projection est l'un des mécanismes les plus fascinants de l'esprit humain. Elle nous pousse à voir avec une intensité particulière chez les autres les traits que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. C'est pour cela que les personnes très contrôlantes accusent souvent les autres d'être manipulateurs. Les personnes profondément jalouses
voit de la jalousie partout autour d'elle. Celui qui passe sa vie à chercher l'approbation des autres peut développer un profond mépris envers toute manifestation de dépendance affective chez autrui. L'esprit agit ainsi parce qu'il serait psychologiquement trop douloureux d'accepter que ces caractéristiques nous appartiennent. Alors, il effectue une opération presque invisible. Il déplace le conflit à l'extérieur. Tant qu'il appartient à l'autre, notre identité reste protégée. C'est précisément à ce moment-là que de nombreuses expériences qualifiées d'éveil spirituel commencent à devenir source de confusion. Quand votre capacité d'observation s'affine, vous remarquez réellement des schémas que vous ignoriez auparavant. Vous voyez les jeux de pouvoir, les dépendances affectives, les manipulations subtiles et les relations fondées sur l'intérêt. Cette perception peut être juste, mais elle n'est jamais complète. Car pendant que vous observez plus clairement le comportement des autres, votre propre ombre commence elle aussi à réagir. Et elle réagit d'une manière très particulière. Elle vous fait croire que vous avez enfin échappé aux mécanismes inconscients qui continuent pourtant d'agir en vous. C'est ici que naît l'une des illusions les plus raffinées de l'ego. La conviction que « moi, j'ai déjà vu ce que les autres sont encore incapables de voir ». Cette sensation crée une forme d'isolement psychologique. Vous commencez à regarder vos amis, votre famille ou vos collègues comme si vous observiez des personnes enfermées dans une réalité limitée. Les conversations perdent de leur intérêt. Les relations vous semblent superficielles. L'enthousiasme disparaît. Au départ, cela peut même donner l'impression d'être un signe d'évolution. Mais Jung mettait en garde contre un danger majeur, celui de voir l'ego s'identifier à sa propre conscience. Plus une personne est convaincue d'être totalement éveillée, moins elle est généralement capable de voir ce qui demeure encore inconscient en elle. Autrement dit, la conscience peut elle aussi devenir un masque, et c'est peut-être le masque le plus difficile à retirer, parce qu'il ne se présente pas sous les traits de l'ignorance, il se présente sous ceux de la lucidité. Il y a une immense différence entre reconnaître les schémas humains et croire qu'on leur est devenu supérieur. Une personne réellement consciente ne voit pas seulement la manipulation chez les autres. Elle reconnaît aussi à quel point elle-même cherche parfois à contrôler certaines situations. Elle ne remarque pas uniquement le manque affectif des autres. Elle reconnaît aussi son propre besoin silencieux d'être comprise. Elle ne condamne pas seulement la vanité des autres. Elle observe aussi le plaisir discret qu'elle ressent lorsqu'elle croit posséder une compréhension plus profonde de la réalité. Une telle attitude demande un courage rare, car elle oblige à quitter la position confortable de celui qui analyse les autres pour accepter celle, bien plus inconfortable, de celui qui doit lui aussi être analysé. C'est peut-être pour cette raison que Jung affirmait que la rencontre avec sa propre ombre est l'une des expériences les plus difficiles de l'existence humaine. Non pas parce que nous découvrons un monstre caché en nous, mais parce que nous découvrons quelqu'un de bien plus semblable aux personnes que nous critiquions, que nous ne voudrions l'admettre. Et cette prise de conscience change complètement notre manière de regarder le monde. On cesse de se demander uniquement pourquoi les autres agissent de façon si automatique. Et l'on commence à se poser une question infiniment plus dérangeante. Quel comportement chez les autres réveille en moi une réaction si intense, précisément parce qu'il existe encore des parts de moi qui se battent pour rester cachées? Il existe un piège psychologique si subtil qu'il est capable de transformer la connaissance de soi en une nouvelle forme d'inconscience. Et le plus étonnant, c'est que presque personne ne se rend compte qu'il y est tombé. Au début du chemin, tout semble parfaitement légitime. Vous commencez à remettre en question vos anciens schémas. Vous prenez vos distances avec certaines relations. Vous apprenez à être seul. Vous développez un regard plus lucide sur vos propres comportements et vous commencez à voir des aspects de la nature humaine qui vous échappaient complètement auparavant. Jusque-là, il y a une véritable évolution. Le problème apparaît lorsque cette prise de conscience cesse d'être un outil d'exploration pour devenir le fondement de votre identité. Sans même vous en apercevoir, vous ne vous dites plus simplement « j'apprends à mieux comprendre l'esprit humain ». Vous commencez à penser
Je vois des choses que la plupart des gens sont incapables de voir. Ce petit changement transforme tout, car à cet instant, la conscience cesse d'être au service de la transformation pour se mettre au service de l'ego. Jung appelait ce phénomène l'inflation psychique. Il avait observé qu'à certains moments du développement psychologique, l'ego pouvait s'identifier à des contenus bien plus vastes que ce qu'il est capable de contenir. Au lieu de reconnaître qu'il n'a accédé qu'à une compréhension partielle de la réalité, il commence à se sentir dans une position privilégiée par rapport aux autres. C'est comme quelqu'un qui gravit quelques mètres sur une montagne et, parce qu'il voit un peu plus loin que ceux qui sont restés en bas, en conclut qu'il connaît déjà tout le paysage. La hauteur lui offre une perspective différente, mais pas une vision complète. Pourtant, cette conclusion ne plaît pas à l'ego. Il préfère croire qu'il a enfin trouvé un endroit sûr depuis lequel il peut observer tous les autres. Vous avez peut-être déjà rencontré des personnes comme ça. Elles paraissent sereines, mais passent leur temps à corriger les autres. Elles parlent sans cesse de conscience, mais supportent très mal la critique. Elles prônent l'humilité tout en tenant à montrer à quel point elles ont évolué. Elles vantent le détachement tout en cherchant à être reconnues précisément parce qu'elles paraissent détachées. À première vue, cela ressemble simplement à une contradiction. Mais d'un point de vue psychologique, le mécanisme est bien plus profond. L'ego ne disparaît pas parce que vous avez commencé un travail sur vous-même. Il change simplement de stratégie. Avant, il voulait être admiré pour son argent, sa beauté, son intelligence ou son statut. Maintenant, il veut être admiré parce qu'il paraît conscient. Avant, il construisait son identité autour de réussites extérieures. Maintenant, il la construit autour de réussites intérieures. La structure reste presque la même. Seule la décoration change. C'est précisément pour cette raison que Jung insistait autant sur la nécessité de se méfier de ses propres certitudes. Plus on a le sentiment d'avoir trouvé des réponses définitives, plus il est probable que l'ego soit revenu occuper le centre de l'expérience. Il existe une phrase souvent attribuée à la tradition zen qui résume parfaitement ce danger. Avant l'illumination, coupe du bois et porte de l'eau. Après l'illumination, coupe du bois et porte de l'eau. Le sens de cette idée n'est pas de nier les expériences profondes de conscience. Il est de rappeler qu'aucune prise de conscience psychologique ne nous fait cesser d'être humains. Nous restons vulnérables à l'orgueil, nous restons vulnérables à la peur, nous restons vulnérables au besoin d'appartenir à un groupe. Nous continuons à fabriquer des récits pour protéger l'image que nous avons de nous-mêmes. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter, parce qu'il existe un plaisir discret à se sentir différent. Quand quelqu'un croit s'être éveillé, il finit par interpréter son isolement comme une preuve de son évolution. Je me suis éloigné parce que plus personne ne me comprend. Je n'arrive plus à parler avec les gens parce qu'ils sont superficiels. Je suis seul parce que je me suis éveillé. Ces phrases peuvent contenir une part de vérité, mais elles peuvent aussi cacher un mécanisme de défense d'une extrême subtilité. Elles empêchent de se poser une question beaucoup plus inconfortable. Et si une partie de cet isolement venait tout simplement de la difficulté à vivre avec des personnes qui ne nourrissent plus l'identité que vous avez construite de vous-même? L'ego préfère croire qu'il est seul parce qu'il est exceptionnel. Accepter qu'il y ait peut-être aussi en soi de la rigidité, de l'orgueil et un besoin de validation demande bien davantage de courage. C'est ici que de nombreux parcours de développement personnel s'interrompent. La personne cesse de s'explorer elle-même pour commencer à analyser le monde. Elle transforme l'observation en jugement, le discernement en supériorité, le silence en distance émotionnelle. Elle croit protéger sa paix intérieure alors qu'en réalité, elle protège simplement une nouvelle version de sa persona. Sauf que cette fois, cette persona est est beaucoup plus difficile à repérer, parce qu'elle parle le langage de la connaissance de soi. Jung comprenait que toute véritable transformation exige une forme d'humiliation psychologique, non pas une humiliation infligée par les autres,
mais celle qui consiste à découvrir encore et encore qu'il existe toujours en nous des territoires inconnus. Chaque fois que nous croyons être arrivés au bout du chemin, la psyché révèle un nouveau niveau de complexité. Chaque fois que nous pensons avoir totalement compris notre ombre, elle trouve une nouvelle manière de se manifester. Chaque fois que nous avons le sentiment d'avoir dépassé notre ego, il réapparaît en utilisant précisément cette conviction comme carburant. C'est peut-être pour cela que le véritable signe de maturité psychologique n'est pas de voir toujours plus de défauts chez les autres. C'est peut-être de comprendre que plus on connaît profondément l'esprit humain, moins on ressent le besoin de diviser le monde entre les conscients et les inconscients. Parce qu'on finit par comprendre que chacun, sans exception, lutte contre des mécanismes intérieurs qu'il n'a, bien souvent, jamais choisis. Certains restent complètement identifiés à leur masque, d'autres commencent seulement à les reconnaître. Et il y a ceux qui, justement, parce qu'ils en ont identifié quelques-uns, croient ne plus en porter aucun. Paradoxalement, c'est souvent ce troisième groupe qui court le plus grand danger. Car le masque de la conscience est le seul qui pousse une personne à croire qu'elle ne porte plus aucun masque. Et rares sont les illusions aussi dangereuses que celles qui prennent l'apparence d'une vérité définitive. C'est peut-être pour cette raison que le chemin décrit par Jung n'a jamais de fin. Il n'existe aucun moment où quelqu'un puisse affirmer, avec une certitude absolue, qu'il est complètement éveillé. Il existe seulement cette disposition permanente à continuer d'observer, de se remettre en question et de se méfier de l'image que l'on se fait de soi-même. Après tout, chaque fois que vous croyez avoir atteint le sommet de la montagne, vous n'avez peut-être trouvé qu'un point de vue où l'horizon paraît plus vaste, tandis qu'un autre sommet, encore invisible, vous attend d'un peu plus loin. Il existe une forme de fatigue que le corps ne peut pas expliquer. Vous dormez, vous vous reposez, vous prenez quelques jours de congé, et pourtant, il suffit de passer quelques heures dans certains environnements pour avoir l'impression de sortir d'une semaine entière de travail. Ce n'est pas un épuisement physique, c'est quelque chose de plus difficile à définir. Une sensation de lourdeur qui apparaît après des conversations pourtant banales, des repas de famille, des réunions entre amis ou même après quelques échanges de messages au cours de la journée. Beaucoup de personnes interprètent ce phénomène comme le fait d'absorber l'énergie des autres. Cette explication peut sembler naturelle parce qu'elle traduit assez bien ce que l'on ressent. Mais d'un point de vue psychologique, il existe une lecture plus profonde et surtout beaucoup plus utile. Ce qui épuise votre énergie, ce n'est pas toujours la présence des autres. C'est l'effort permanent que votre esprit fournit pour gérer tout ce qui se passe en même temps. Imaginez que vous assistiez à une pièce de théâtre pour la première fois. Vous ne suivez que l'histoire. Maintenant, imaginez revoir cette même pièce en connaissant les coulisses. Vous remarquez les acteurs qui attendent leur entrée, les changements de lumière, les déplacements de l'équipe technique, les petits décalages de synchronisation. Tout à coup, votre attention doit traiter beaucoup plus d'informations. Il se passe quelque chose de similaire lorsque votre perception du comportement humain s'affine. Avant, vous entendiez simplement les mots. Maintenant, vous remarquez le ton de la voix. Vous remarquez les silences. Vous remarquez ce qui n'a pas été dit. Vous remarquez le malaise caché derrière un rire. Vous remarquez le besoin d'approbation dissimulé derrière une opinion qui semble pourtant assurée. Vous remarquez quand quelqu'un pose une question uniquement pour parler de lui quelques secondes plus tard. Vous remarquez quand un compliment sert en réalité de monnaie d'échange. Vous remarquez quand une demande d'aide cache une manière d'éviter ses responsabilités. Aucune de ces observations n'apparaît parce que vous avez décidé d'analyser les gens. Elles s'imposent simplement à vous. Et plus elles se multiplient, plus votre esprit doit organiser une quantité importante d'informations. C'est pour cette raison que certaines conversations deviennent si épuisantes. Non pas parce qu'elles sont longues, mais parce que votre conscience n'arrive plus à ignorer les couches invisibles qui soutiennent cette interaction. Jung comprenait que toute rencontre humaine se déroule simultanément sur plusieurs niveaux. Il y a la conversation consciente. Mais il y a aussi le dialogue silencieux entre les personas, les attentes, les peurs, les désirs refoulés et les projections.
Quand deux personnes discutent, ce ne sont pas toujours seulement deux personnes qui sont présentes. Leurs histoires, elles sont là aussi. Leurs blessures, leurs insécurités, leurs besoins qu'elles ne reconnaissent pas elles-mêmes, les versions idéalisées qu'elles se sont construites d'elles-mêmes. Dans bien des cas, ce que nous appelons une relation se joue davantage entre ces structures inconscientes qu'entre les individus eux-mêmes. C'est pour cela que tant d'amitiés semblent profondes pendant des années avant de perdre soudainement tout leur sens. Ce n'est pas toujours parce que quelqu'un a radicalement changé. Parfois, c'est simplement une projection qui a disparu. Pendant longtemps, vous avez cru qu'un ami représentait la sécurité, un autre représentait l'admiration, un autre encore représentait le sentiment d'appartenir à quelque chose. Lorsque ces fonctions psychologiques cessent d'être nécessaires, la relation perd naturellement son équilibre. Non pas parce que l'affection était fausse, mais parce qu'une partie de ce lien reposait sur des besoins qui, aujourd'hui, commencent à se transformer. Ce processus fait souvent naître de la culpabilité. On se demande, est-ce que je suis en train de devenir froid ? Est-ce que j'ai perdu ma capacité à aimer ? Est-ce que je suis en train de m'éloigner de tout le monde ? La plupart du temps, ces questions en cachent une autre, bien plus importante. Êtes-vous en train de vous éloigner des autres ? Ou êtes-vous en train de vous éloigner du personnage que vous deviez jouer pour rester proche d'eux ? Cette différence change complètement la manière de comprendre ce qui vous arrive. Pendant des années, vous avez peut-être joué le rôle de celui qui écoute toujours, de celui qui ne crée jamais de conflit, de celui qui règle les problèmes de tout le monde, de celui qui soutient les autres sans jamais rien demander en retour. Tant que cette identité restait en place, beaucoup de relations fonctionnaient parfaitement. Mais que se passe-t-il lorsque vous cessez d'occuper cette place ? Certaines personnes se rapprochent encore davantage, d'autres disparaissent, et certaines réagissent avec irritation, non pas parce que vous êtes devenu pire, mais parce que votre transformation bouleverse l'équilibre inconscient de la relation. Toute relation crée son propre système, même lorsque personne n'en a conscience. Il y a celui qui joue le rôle du fort, celui qui joue celui du fragile, celui qui conseille, celui qui dépend, celui qui dirige, celui qui suit. Quand l'un de ces rôles change, c'est tout le système qui réagit. C'est pour cette raison que les transformations profondes provoquent souvent de l'inconfort chez les personnes qui nous entourent. Elles ne sont pas seulement confrontées à votre changement, elles sont aussi confrontées à la disparition du rôle psychologique que vous occupiez dans leur vie. En même temps, vous traversez, vous aussi, une perte. Car abandonner une persona, c'est renoncer aux récompenses qu'elle procurait. L'approbation, le sentiment d'être utile, l'impression d'être indispensable, la reconnaissance, tout cela disparaît progressivement. Et ce vide peut facilement être confondu avec la solitude. Mais toute solitude ne signifie pas l'absence de personne. Parfois, elle représente simplement l'espace qui sépare celui que vous étiez de celui que vous pouvez réellement devenir. Cet intervalle est souvent silencieux. Vous participez à une conversation et vous sentez que vous n'appartenez plus tout à fait à cet univers, mais vous n'avez pas encore trouvé votre nouvelle place. C'est comme traverser un pont, regarder derrière soi et comprendre qu'il n'est plus possible de revenir en arrière alors que l'autre rive reste encore cachée par le brouillard. Beaucoup interrompent leur traversée exactement à cet endroit. Certains retournent vers leurs anciens masques simplement pour retrouver le confort d'appartenir à un groupe. D'autres finissent par faire de leur isolement une identité. Ils se convainquent que personne ne mérite leur présence. Ces deux choix cachent pourtant la même peur. La peur de rester suffisamment longtemps dans le vide pour découvrir qui existe réellement au-delà de la persona. Jung appelait ce chemin le processus d'individuation, non pas comme une manière de devenir supérieur aux autres, mais comme un processus de différenciation intérieure. S'individuer ne signifie pas rejeter le monde. Cela signifie ne plus dépendre de lui pour savoir qui l'on est. Et cela demande d'apprendre quelque chose d'extrêmement difficile. Être avec les autres sans jouer un rôle, écouter sans avoir besoin d'être d'accord, être en désaccord sans avoir besoin de détruire,
rester présent sans négocier en permanence sa propre identité. C'est peut-être précisément pour cela que certaines relations deviennent si fatigantes. Non pas parce que les gens sont devenus pires, mais parce que votre psyché n'accepte plus de dépenser autant d'énergie à maintenir des relations fondées sur des personnages. La vraie question n'est donc plus de savoir pourquoi vous vous éloignez de tant de personnes. Elle devient beaucoup plus profonde. Si vous arrêtiez de jouer tous les rôles que vous avez appris à tenir pour être aimé, combien de vos relations resteraient exactement les mêmes qu'aujourd'hui? Après tout cela, il reste peut-être une question plus importante que toutes les autres. Que faites-vous une fois que les illusions sont tombées? Car voir les masques n'est que le début. Le véritable défi commence lorsqu'ils cessent de vous impressionner. Pendant longtemps, nous avons cru que grandir signifiait voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Mais Jung proposait quelque chose de bien plus exigeant. Pour lui, la maturité psychologique ne consistait pas seulement à élargir sa conscience. Elle consistait à supporter cette conscience sans la transformer en mépris. La différence paraît minime. En réalité, elle change toute une vie. Il est relativement facile de perdre son admiration pour les autres lorsqu'on commence à voir leurs contradictions. Ce qui est difficile, c'est de continuer à reconnaître leur humanité malgré cela, car l'esprit aime diviser le monde en catégories simples, les conscients et les inconscients, les manipulateurs et les victimes, les éveillés et ceux qui dorment encore, les authentiques et les faux. Ces catégories donnent une impression d'ordre, mais la réalité psychologique respecte rarement ce genre de frontières. L'homme qui manipule a peut-être appris, dès son enfance, que contrôler était le seul moyen de ne pas être abandonné. La femme qui cherche sans cesse l'approbation des autres a peut-être passé des décennies à croire qu'elle ne serait aimée qu'en répondant aux attentes de tout le monde. La personne arrogante cache peut-être une estime d'elle-même bâtie sur une peur permanente de ne pas être à la hauteur. L'individu agressif protège peut-être une fragilité qui n'a jamais trouvé le droit d'exister. Rien de tout cela ne rend des comportements destructeurs acceptables. Mais cela change complètement la manière de les comprendre. Jung disait souvent que ce à quoi nous résistons a tendance à persister. Cette idée ne signifie pas qu'il faut tout accepter passivement. Elle signifie que combattre une réalité sans la comprendre renforce souvent précisément ce que l'on cherche à faire disparaître. Plus vous haïssez certains traits chez les autres, plus vous risquez d'y rester psychologiquement attaché. La haine crée des liens invisibles. Le rejet absolu est lui aussi une forme de dépendance. Vous restez émotionnellement lié à ce dont vous affirmez vouloir vous libérer. C'est pour cela que certaines personnes passent des années à dire qu'elles détestent l'hypocrisie sans jamais cesser de parler des hypocrites. Elles disent mépriser les manipulateurs, mais organisent de toute leur vie autour de ceux qu'elles ont connus. Elles affirment avoir tourné la page sur certaines relations, tout en leur consacrant encore une grande partie de leur pensée. Pour la psyché, il n'est pas si simple de faire la différence entre l'amour et le rejet. Ce qu'elle retient, c'est l'investissement émotionnel. Tout ce qui occupe continuellement votre attention continue d'exercer une influence sur vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'individuation demande davantage qu'une simple prise de conscience. Elle exige une véritable liberté intérieure. Et la liberté ne signifie pas vivre isolé. Elle signifie cesser de réagir automatiquement. Imaginez deux arbres en pleine tempête. L'un est extrêmement rigide. L'autre est suffisamment souple pour accompagner le vent. À première vue, l'arbre rigide paraît plus solide. Pourtant, c'est justement son incapacité à plier qui augmente le risque qu'il se brise. Il en va de même pour l'esprit. Lorsque nous croyons posséder des réponses définitives sur les autres, nous devenons psychologiquement rigides. Nous commençons à interpréter chaque comportement uniquement pour confirmer ce que nous croyons déjà. Nous perdons notre curiosité, nous perdons notre capacité à être surpris. Et surtout, nous perdons l'humilité nécessaire pour reconnaître que chaque être humain porte une histoire invisible. C'est peut-être là le plus grand enseignement de Jung. Non pas apprendre à voir l'ombre, mais rester profondément humain après l'avoir vu. Car il existe une immense différence entre la lucidité et le cynisme.
Le cynique observe les contradictions humaines et en conclut que personne ne mérite sa confiance. Celui qui chemine vers l'individuation voit exactement les mêmes contradictions, mais comprend qu'elles font partie de la condition humaine. Il apprend à poser des limites sans nourrir d'amertume. Il apprend à dire non sans transformer ce refus en ressentiment. Il apprend à choisir avec davantage de discernement les personnes qui l'entourent sans éprouver le besoin de mépriser celles qui suivent un autre chemin. Cet équilibre est rare, et il est peut-être rare parce qu'il exige d'abandonner deux illusions en même temps. L'illusion que les êtres humains sont entièrement bons et l'illusion qu'ils sont entièrement mauvais. Chacun porte en lui de la lumière et de l'ombre. Chacun traverse des conflits qui n'apparaissent presque jamais dans les conversations du quotidien. Chacun possède des parts de lui-même qu'il tente de cacher. Vous y compris. C'est précisément cette prise de conscience qui transforme la conscience en compassion. Non pas une compassion naïve, non pas celle qui accepte n'importe quel comportement, mais une compassion lucide. Une compassion qui comprend sans excuser, qui sait prendre ses distances lorsque c'est nécessaire, sans construire son identité autour du rejet, qui protège sa paix intérieure sans transformer cette protection en sentiment de supériorité morale. Au fond, le véritable éveil spirituel n'a peut-être jamais consisté à aimer moins les autres. Il consiste peut-être simplement à cesser de les idéaliser. Et il y a une immense différence entre les deux. Lorsque l'idéalisation disparaît, certaines relations prennent réellement fin, d'autres se renforcent, et certaines deviennent vraies pour la première fois, parce qu'elles n'existent plus entre des personnages, elles existent entre des êtres humains imparfaits qui n'ont plus besoin de prétendre être parfaits pour rester proches les uns des autres. C'est peut-être l'étape la plus difficile de l'individuation. Regarder quelqu'un, voir ses incohérences, sans oublier que vous avez les vôtres. Reconnaître l'ombre de l'autre sans entretenir l'illusion d'avoir échappé à la vôtre. Comprendre que la conscience n'est pas un endroit où l'on arrive. C'est une pratique d'observation qui ne s'achève jamais. Et peut-être que la question la plus importante n'est plus de savoir pourquoi vous avez commencé à moins aimer les gens. La véritable question est ailleurs. Maintenant que vous voyez plus clairement les masques du monde, serez-vous capable de vivre sans transformer cette lucidité en un nouveau masque pour vous-même ? Au fil de cette vidéo, vous avez peut-être compris que ce que beaucoup appellent l'éveil spirituel est bien moins confortable qu'ils ne l'imaginent. Il ne commence pas par la paix, il commence par une rupture. D'abord, vous cessez de croire aux histoires que vous vous racontiez à vous-même, puis vous commencez à voir celles qui soutiennent les personnes autour de vous. Et pendant un certain temps, tout vous paraît artificiel. Les conversations semblent répétitives, les relations paraissent conditionnées, les comportements deviennent prévisibles. À ce moment-là, il est facile de croire que le problème vient uniquement du monde. Mais Carl Jung nous invite à regarder dans une direction bien plus exigeante. Chaque fois que notre conscience s'élargit, notre responsabilité à son égard grandit elle aussi. Voir l'ombre des autres sans reconnaître la sienne transforme la connaissance en arrogance. Ne voir que sa propre ombre sans reconnaître l'humanité de l'autre transforme la connaissance de soi en culpabilité. L'individuation demande quelque chose de bien plus rare. Elle demande de pouvoir porter ces deux vérités en même temps. Reconnaître que les autres vivent enfermés dans des schémas inconscients et reconnaître que vous aussi, vous continuez à vivre à travers certains d'entre eux, peut-être avec moins d'intensité, peut-être sous des formes différentes. Mais personne ne traverse sa propre psyché sans y découvrir de nouveaux niveaux de complexité. C'est précisément pour cela que le véritable éveil ne fait pas de vous quelqu'un de supérieur. Il rend simplement impossible de continuer à vivre comme avant. Vous choisissez davantage les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Vous comprenez que poser des limites ne signifie pas rejeter les autres. Vous découvrez que toute distance ne naît pas du mépris. Bien souvent, elle naît du besoin de protéger ce qui est en train de se reconstruire en vous. En même temps, vous comprenez que personne ne change simplement parce qu'on l'a convaincu.
Chacun ne s'éveille que lorsque sa propre structure psychologique n'est plus capable de soutenir ses anciennes illusions. Vous aussi, vous êtes passé par là. Pendant des années, vous avez probablement ignoré des aspects de la réalité qui vous paraissent aujourd'hui évidents. Non pas parce que vous étiez incapable de les voir, mais parce que votre esprit en avait encore besoin pour continuer à fonctionner. Peut-être que d'autres personnes se trouvent exactement à cette étape aujourd'hui, et cette compréhension change profondément votre regard sur elles. Vous cessez de ressentir le besoin de réveiller ceux qui dorment encore. Vous cessez de transformer chaque conversation en tentative de convaincre. Vous cessez de mesurer votre valeur au nombre de personnes qui partagent votre vision du monde, parce que vous comprenez que la conscience ne peut pas être imposée, elle ne peut qu'être vécue. Au fond, la plus grande preuve de maturité psychologique n'est peut-être pas de reconnaître ceux qui portent des masques, c'est de comprendre que nous portons tous un masque à un moment ou à un autre, pendant que nous apprenons lentement à vivre sans en dépendre, et c'est peut-être là que cette réflexion continuera bien après la fin de cette vidéo. La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dont l'attitude vous semblera superficielle, manipulatrice ou incohérente, votre premier réflexe sera-t-il de le juger, ou aurez-vous le courage de vous demander quelle part de la condition humaine, et peut-être même de votre propre histoire, est en train de se révéler sous vos yeux? Cette question ne vous apportera probablement pas de réconfort, mais elle vous offrira peut-être quelque chose de bien plus précieux, la lucidité. Si cette vidéo a éveillé en vous une réflexion qui trouve rarement sa place dans les conversations du quotidien, racontez votre expérience dans les commentaires. À quel moment de votre vie avez-vous compris que vous ne regardiez plus les autres de la même manière? Et si vous aimez les contenus qui explorent la psychologie des profondeurs, les idées de Jung et les conflits invisibles qui façonnent le comportement humain, abonnez-vous à la chaîne. Il reste encore bien des masques à explorer, y compris ceux qui demeurent cachés au plus profond de chacun de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.